bonsoir. Donc, bienvenue au Collège Univers Sciences. Merci d'être venu malgré le froid polaire. Et donc, vous avez vu sans doute qu'en ce moment a lieu la COP 16 sur le climat, donc, qui fait suite à la COP 15 de l'année dernière sur Copenhague, et donc qui a lieu à Cancun. Et là, ce soir, on va parler d'un thème qui est un peu moins discuté, c'est les effets du réchauffement climatique sur le patrimoine. Et donc, il y a un certain nombre de sites qui se trouvent en danger du fait des problèmes de réchauffement climatique. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, donc avec Henri-Paul Francfort, Vincent Charpentier, donc de CNRS Sciences de l'Antiquité, et Dominique Michelet, donc également du CNRS. Donc ensuite, après la conférence, vous aurez la possibilité de poser des questions ou de faire des commentaires. À tout à l'heure. Bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, merci d'être venus malgré ce froid. Il peut sembler quelque peu paradoxal de parler de changement climatique, sinon de réchauffement, alors que nous traversons une période un peu fraîche. Mais l'important dans les questions qui nous préoccupent ne sont pas les mouvements à court terme et à courte durée, les oscillations, pourrait-on dire, mais les mouvements à long terme. Et c'est de cela principalement qu'il va être question ce soir dans les présentations qui vont vous être faites. Je veux dire que, pour parler un tout petit peu de manière anecdotique, de la manière dont j'ai commencé à m'intéresser à ces problèmes-là, c'était lorsque, après avoir fouillé des tombes que vous verrez, que je vous montrerai tout à l'heure, dans un milieu de terre gelée en permanence, de pergélisol, dans l'Altaï, mes collègues russes avaient commencé, vers le milieu des années 2000, à nous alerter sur le fait que tout ce qui était préservé par le froid dans les tombes et qui ne serait absolument pas modifié ni changé sans qu'il y ait de fouilles, risquait de disparaître tout simplement par décomposition avec le réchauffement climatique. J'étais quelque peu sceptique, mais après avoir interrogé un certain nombre de spécialistes, environnementalistes et climatologues, français, américains, il s'est avéré que le changement climatique était tout à fait réel. Les dernières nouvelles du changement climatique en ce qui nous concerne, mais nous n'allons pas nous y étendre car nous ne sommes pas climatologues, sont d'abord le rapport de l'Académie des sciences qui reconnaît tout à fait le réchauffement climatique et la part qui prennent les facteurs humains. Alors naturellement, tout n'est pas absolument clair dans les projections, et notamment les projections à la fin de notre siècle. Le deuxième rapport récent est celui du service météorologique britannique, qui est tout à fait récent et qui confirme tout à fait, lui aussi dans les grandes lignes, les fameux rapports du GIEC. Le niveau marin, par exemple, est estimé jusqu'à la fin du siècle devoir s'élever de 60 cm à 1 mètre. Donc ce n'est pas 3 mètres, ce n'est pas quelques millimètres non plus, c'est quelque chose de tout à fait notable et considérable. À l'heure actuelle, toute la science, les équipes scientifiques, à savoir 97% des climatologues, je le mentionne quand même, sont tout à fait d'accord, il y a un consensus pour ce changement climatique. Alors naturellement, et à Cancun il en est actuellement beaucoup question, les conséquences pour l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité et même les assurances sont déjà projetées et prises en compte dans une dimension que l'on appelle sociétale. Mais l'aspect qui concerne le patrimoine de toutes les cultures et civilisations du globe qui peuvent être touchées par le changement climatique n'est généralement pas pris en compte. Seul jusqu'ici, l'UNESCO, en 2007, a édité un rapport qui ne concerne que les sites déjà classés sur le patrimoine mondial. Donc, vous montrer l'un des plus connus, bien sûr, qui est Venise. C'est pas de cela que nous parlerons aujourd'hui.
car si les sites les plus remarquables sont classés, sont protégés, sont surveillés par un monitoring constant, il y a beaucoup de conséquences pour d'autres sites archéologiques qui ne sont pas prises en compte. Donc c'est cela que nous aimerions présenter aussi ce soir et qui découle principalement de 4 facteurs consécutifs à ce changement climatique. Ces facteurs peuvent être combinés, ils ne sont pas nécessairement indépendants les uns des autres. Le premier est l'élévation du niveau marin, dont vous parlera beaucoup mieux que moi et plus en détail très rapidement M. Vincent Charpentier. Il y a également l'amplification des perturbations climatiques, dont vous parlera également beaucoup mieux que moi M. Dominique Michelet. Et 2 autres aspects sont la désertification, même si cela peut sembler paradoxal, tous les modèles montrent que certaines régions recevront plus de précipitations, tandis que d'autres en recevront moins. Donc une désertification, dont je vous dirai quelques mots, et la fonte de ces fameux pergélisols, sols gelés, on trouve parfois l'anglais permafrost, qui mettent en danger un grand nombre de vestiges. Nous évoquerons également ce qu'il pourrait convenir de faire dans une archéologie qui n'existe pas vraiment à l'heure actuelle. L'archéologie actuelle se compose de 2 grandes tendances, une archéologie de questions historiques ou d'archéologie de monuments, que l'on appelle communément l'archéologie programmée, et une archéologie qui est appelée préventive, qui est celle que nous voyons se développer, se déployer lors des grands travaux, TGV, canaux, aéroports ou travaux dans les centres urbains. Et celle dont nous parlons n'existe pas encore. Alors aurons-nous la possibilité, à l'échelle, pas à l'échelle des petits groupes et des petits laboratoires, mais à une échelle beaucoup plus grande, de faire face à ces modifications dans une archéologie que l'on pourrait appeler anticipatrice pour les modifications à long terme, comme par exemple cette élévation du niveau marin, ou une archéologie réparatrice en cas de catastrophe. C'est ce que nous allons voir. Alors je complète cette brève introduction par quelques illustrations qui viennent ici de ce rapport de 2007 de l'UNESCO dont je vous parlais, qui a pris en compte les sites naturels ainsi que les sites monumentaux du patrimoine, sur la liste du patrimoine mondial. Cultural Heritage, dit-on. Les illustrations bien connues maintenant, mais peut-être pas de tout le monde, de l'élévation de la température. Alors naturellement, on a des estimations de température pour les siècles passés, puis des mesures depuis le 19e siècle, puis des projections, avec certainement des marges d'erreur, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Nous avons également la concentration de CO2, le fameux dioxyde de carbone, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui augmente l'effet de serre. Et enfin, l'élévation du niveau des océans, qui était tout à fait incertain, mais les recommandations de surveillance font que, il faut certes du temps, mais les projections sont de plus en plus précises, bien qu'elles soient très difficiles et compliquées à obtenir. Alors voici quelques images relativement frappantes. En haut à droite, le Kilimandjaro, qui a perdu beaucoup de neige au cours de ces dernières années, et le Groenland, dont on vient de s'intéresser à la fonte des glaces à l'heure actuelle. Des équipes, notamment allemandes, ont fait des projections de ce que donnerait l'élévation du niveau marin si toute la glace du Groenland fondait. Alors rassurez-vous, ça prendra du temps, un certain nombre de siècles tout de même, mais ça n'avait pas été pris en compte en 2007. Donc les prochaines projections en prendront compte et ça ne va pas tellement dans le sens d'une amélioration. Et en bas à droite, nous avons dans une projection d'une élévation d'1,50 m, ce qui disparaîtrait sous les eaux du Bangladesh, un pays qui est en permanence menacé et dont naturellement l'archéologie et les antiquités sont menacées. Pour vous indiquer combien les choses doivent être nuancées, voici un document que j'ai trouvé sur un très très bon site, celui du Spiegel allemand, qui montre que si tout le Groenland fondait, mais là on ne s'est pas intéressé absolument à tout le reste, eh bien dans l'hémisphère nord, le niveau marin, qui n'est pas homogène partout, alors qu'il y a 100 mètres de différence d'élévation entre le niveau marin en différentes parties du globe, eh bien, il y aurait une élévation considérable dans l'hémisphère sud et presque pas, sinon même un abaissement dans l'hémisphère nord. Je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas notre spécialité. Ce que vous voyez sur cette carte est une projection de ce qui se produirait à une échelle de quelques décennies en matière de désertification, ces couleurs-ci, d'élévation de température, ces courbes-là,
et de côtes, régions côtières menacées. Nous y reviendrons. Donc vous voyez que tout se combine de manière extrêmement complexe, ce qui fait que les modèles ne doivent pas être remis en cause en tant que tels, mais être constamment affinés. Et c'est le consensus de aussi bien notre Académie des sciences que la British Academy, que la NASA, enfin toutes les grandes organisations scientifiques du monde. Les conséquences sur les vestiges, alors en voici quelques-unes de spectaculaires sur un site, excuse-moi Dominique, ce sont les Amériques, c'est chez toi. Il s'agit du site de Chan Chan, qui est sur la liste du patrimoine mondial, qui est très menacé chaque fois qu'il y a une lourde précipitation, car il est construit en briques crues. Et en bas à gauche, sur l'île de Herschel, en Alaska, une tombe qui était restée stable depuis le 19e au début du 20e, qui maintenant bascule, tout simplement parce que ce pergélisol polaire est en train de fondre, donc la stabilité des maisons, des bâtiments et des cimetières est mise en cause. Donc les 4 éléments, je les répète: aggravation des phénomènes climatiques saisonniers, le niveau des océans monte, les déserts progressent et la fonte des terres gelées. Ça a été synthétisé, je le signale au passage, lors d'une exposition qui a été mise au point, organisée par le ministère des Affaires étrangères et européennes en octobre 2008 au Parlement européen, de façon à sensibiliser les décideurs et les parlementaires européens, qui ont été très sensibles. Et donc notre ministère français a été l'un des premiers à prendre conscience de ce problème, car c'est un ministère qui avec d'autres, mais qui notamment subventionne et soutient beaucoup d'archéologie internationale. Que faire maintenant? C'est ma dernière diapositive, nous y reviendrons un peu plus loin. Il s'agit de repérer ce qui est menacé en zone, en site. Il s'agit de les fouiller de manière sélective, très très certainement. Il n'est pas question de tout fouiller aveuglément. De restaurer lorsque l'on peut, de protéger lorsque l'on peut, et lorsqu'on ne peut pas faire autrement, de reproduire. Voilà, donc maintenant j'éteins cette chose-ci et je cède la parole à Vincent Charpentier. Yep. L'évolution du niveau de la mer concerne bien sûr l'ensemble du littoral mondial, donc l'ensemble des sites archéologiques côtiers à travers le monde, bien sûr aussi dans les basses terres. On peut imaginer que les sites qui sont sur des terrasses ou des falaises puissent être protégés. Mon approche, bien sûr, je suis concerné par ce sujet en tant qu'archéologue et bien sûr absolument pas en tant que climatologue. Donc mon but est de repérer, voire de fouiller. Nous sommes aujourd'hui dans un interglaciaire, une période chaude qui dure à peu près entre 10 et 20 000 ans, qui est encadrée par 2 grandes périodes glaciaires. Ici, vous voyez par exemple une période glaciaire, le Würm, avec son énorme glacier qui est sur le sommet de l'Europe. Durant la dernière période glaciaire, les côtes étaient bien sûr bien plus au large et elles ont donc été submergées et sont aujourd'hui sous l'eau ou forment des îles dans les zones les plus hautes. Ici, par exemple, on voit vers moins 9000 que l'Angleterre est rattachée au continent, à la France. De fait, la Tamise et la Seine se rejoignent pour se jeter dans ce qui pourrait être un bras encore de la Manche. Et puis, petit à petit, vous voyez ces eaux grandir, gagner de la terre, et donc, par la même occasion, petit à petit, isoler l'Angleterre du reste du continent. Ainsi, on sait par exemple qu'en France, dans le midi de la France, l'entrée de la grotte Cosquer est à moins 40 mètres sous le niveau actuel de la Méditerranée. Et on sait aussi qu'à l'époque, durant cette période du Würm, durant ces temps préhistoriques, la côte, le littoral, était à moins 120 mètres sous le niveau de l'actuel.
Ainsi, par exemple, pour reprendre l'Angleterre, on sait que, ou d'autres régions comme le Pacifique, on sait que les populations humaines ont pu conquérir ces nouvelles terres et ensuite, petit à petit, être isolées du reste du continent et devoir donc vivre seuls sur ces îles ou ces continents. Mes recherches portent essentiellement sur l'Arabie. L'Arabie est une zone intéressante car aujourd'hui elle est bordée par 3 mers. Bien sûr, au sud, la mer Rouge. Ensuite, cette énorme façade qui est l'océan Indien, qui est composée de la mer d'Arabie, du golfe d'Oman, et ensuite du golfe arabo-persique. Ce qui est aussi étonnant, et c'est le même phénomène que pour l'Angleterre, comme pour d'autres régions de par le monde, c'est que ce golfe arabo-persique est de date très récente. Vous voyez par exemple sur ce premier cliché à moins 18 000 l'état du golfe, composé de lacs et de marais, puis petit à petit la conquête donc de l'océan Indien, qui va pénétrer au sein de cette terre basse et conquérir petit à petit ce qui est aujourd'hui donc le golfe arabo-persique. La remontée aujourd'hui du niveau marin est bien sûr un sujet qui nous préoccupe. Les chiffres, nous ne les inventons pas, nous les reprenons bien sûr aux climatologues, au GIEC et à d'autres organismes. Et visiblement, les fourchettes évoluent et sont extrêmement variées. Donc, j'ai noté par exemple qu'en 2100, le niveau ne pourrait remonter que de 9 cm ou même jusqu'à 88 cm. On sait que depuis 1960, le niveau augmente à peu près de 1,8 mm par an. On sait aussi qu'il y a une accélération, puisque depuis 1993, le niveau de la mer monterait de 3,4 mm par an. On peut donc penser, et ce sont bien sûr des projections, qu'en 2100, le niveau mondial des océans pourrait monter de 60 cm. Alors bien sûr, pourquoi les niveaux marins remontent-ils ? Eh bien ça, il y a plusieurs phénomènes, nous disent les climatologues. D'abord, bien sûr, la fonte des glaces et l'apport d'eau continentale, les glaciers, les pluies continentales. Bien sûr aussi la fonte des glaces polaires, la banquise, mais surtout les énormes glaciers qui peuvent être en Antarctique ou en Arctique, au Groenland. Et puis il y a aussi un autre phénomène qui serait l'expansion du volume d'eau due à l'augmentation de la température des eaux marines. Plus l'eau est chaude, plus visiblement elle s'expanse. Alors la fonte des calottes glaciaires est importante et ce qui est peut-être la chose la plus capitale à noter, c'est qu'une fois que ce phénomène de fonte des glaces polaires commence, est enclenché, il s'opère bien sûr sur des siècles, voire des milliers d'années. Donc un phénomène quasi irrémédiable. Et cela, même si la température mondiale se stabilise. C'est-à-dire que si l'on a un réchauffement climatique important, la fonte des glaces est déclenchée, mais celle-ci ne s'arrêterait pas, même si cette température se stabiliserait. D'où on peut penser à être inquiet. Au point d'ailleurs que des scientifiques ne parlent plus de l'Holocène. L'Holocène, c'est la grande période dans laquelle nous sommes, cette interglaciaire. Avant, bien sûr, nous étions dans le Pléistocène. On ne parle plus donc d'Holocène, mais on parle d'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est-à-dire ce temps où l'action de l'espèce humaine est devenue une force géophysique agissant sur la planète, pour reprendre une bonne définition. C'est donc l'homme, visiblement, qui détermine aujourd'hui le climat. Ce que vous voyez ici, c'est les remontées donc, éventuelles du niveau de la mer, notamment donc, au niveau zéro, et à savoir les basses terres, notamment de Hollande, de Danemark et d'Angleterre, seraient absolument submergées.
Alors, revenons-en bien sûr à l'archéologie, qui est notre travail, qui nous concerne directement. Quels sont les vestiges côtiers qui pourraient être menacés? Disons-le tout de suite, absolument tous les vestiges archéologiques sur les basses terres, et notamment, bien sûr, les îles. J'ai pris cet exemple de ce minuscule îlot appartenant aux îles Éparses, donc dans l'océan Indien, qui appartient au TAF, et qui est l'île de Tromelin, absolument à 500 km de toute terre, balayée régulièrement par les alizés. Nous sommes ici à quelques mètres d'altitude. Le point maximum de l'île est, je crois, entre 4 et 6 mètres. Mais bien sûr, il n'y a pas que ce minuscule caillou, même pas caillou, cette langue de sable dans l'océan Indien. Il faut citer aussi les Maldives, il faut citer aussi toutes les îles basses de Polynésie et toutes les îles basses du monde. Or, il s'avère bien sûr que systématiquement, l'homme s'est implanté sur ces milieux côtiers étant des milieux très privilégiés à la croisée de différents biotopes, la mer, la terre, les lagunes. Cela fait des très bons endroits pour s'y implanter. Et bien sûr, il y a énormément de vestiges archéologiques. Je n'en prendrai qu'un, peut-être un des plus significatifs. Je pense bien sûr à ces grands temples polynésiens, notamment des îles sous le vent, de l'île de Raiatea, ces grands, ce que l'on appelle marae, notamment le marae de Tapu Tapu Atea, qui est un marae capital pour l'histoire de la Polynésie et qui est installé directement sur le rivage. Donc là, quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres entraîneraient bien sûr sa destruction immédiate. Pour ma part, je travaille en Arabie, en milieu côtier depuis maintenant 25 ans, et bien sûr, je travaille sur ces zones basses, en bord de mer. Nous avons bien sûr travaillé quelquefois sur des terrasses, mais les sites bas près des anciennes lagunes sont très privilégiés par l'homme. Ici, par exemple, le site de Square, un village sur l'océan Indien, sur la mer d'Arabie. Vous voyez très bien le petit bout de mer. Nous sommes dans une zone extrêmement plate et le site est en rouge et bien sûr extrêmement menacé si une réelle montée de l'océan s'opérait. Un autre site fouillé, que nous avons fouillé tout récemment, cette fois-ci non plus dans le sultanat d'Oman, mais dans les Émirats arabes unis, dans l'émirat d'Umm al-Quwain, la mer de la Force. Et nous sommes ici sur l'île d'Aqab, le petit cercle rouge, au cœur d'une mangrove. Un site, vous pouvez le voir, extrêmement bas. Vous voyez même un niveau plus blanc entre le blanc et le gris, qui n'est autre qu'un rivage fossile, donc à quelques centimètres de la fouille qui date du 5e et du 4e millénaire. Qu'est-ce que nous trouvons dans ces sites? En deux mots, bien sûr, beaucoup de vestiges, beaucoup aussi d'habitats, et c'est ça qui nous intéresse, des habitats préhistoriques, de populations de pêcheurs. J'essaierai de vous montrer un peu cette culture matérielle particulière en milieu côtier. Et nous trouvons donc des habitations, en général circulaires, à l'image peut-être un peu de celle quadrangulaire que vous voyez en dessous, photo qui date d'il y a 15 jours et qui a été photographiée dans le sultanat d'Oman, structure bien sûr en bois fleuté. Dernier site, comme exemple, nous voici sur le Ras Al-Had, le cap le plus extrême de l'Arabie, le plus à l'est, un site avec une piste d'aéroport durant la Deuxième Guerre mondiale, zone stratégique, lieu stratégique par excellence, lieu stratégique depuis le 3e millénaire, en relation avec la civilisation de l'Indus, ces grandes cités de Mohenjo-Daro et d'Harappa, où nous retrouvons régulièrement donc des vestiges de cette grande civilisation, vestiges arrivés bien sûr par bateau de l'autre côté de la mer. Là, le site n'est qu'à quelques centimètres, quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, nous pouvons dire qu'il y a une réelle menace de la remontée des eaux marines.
il y a d'autres phénomènes. Et j'aimerais vous parler de deux phénomènes qui viennent de se dérouler. Le premier a lieu en 2007. Et il s'agit d'un cyclone d'une violence absolument extrême. Il s'agit de Gonu, 5 juin 2007, qui se dirige justement sur le cap de Ras Al-Had, de la photo précédente, avec des vents dépassant les 250 km/h et des pluies absolument diluviennes. Voici quelques photos. Les deux photos appartiennent à l'AFP. La troisième, je l'ai prise pour vous il y a une semaine dans Mascate. Vous voyez les dégâts, un énorme bouchon pris dans cet énorme wadi, avec sur le côté donc 3 ou 4 mètres de sédiments arrachés à la route qui se trouvait à l'époque bien au-dessus. Un deuxième cyclone vient de se dérouler, il s'appelle Fête, et il a eu lieu le 2 juin 2010. Donc cette récurrence de phénomènes extrêmement violents, tout à fait exceptionnels, est un très mauvais signe donc, pour la stabilisation donc, des niveaux marins. Fête s'est déplacé un petit peu plus au sud, sur l'île de Masira, que nous avons prospecté cette année. Et bien sûr a là aussi entraîné d'énormes dégâts archéologiques que nous allons voir en deux mots. Ça a entraîné donc quelques photos aussi dans la capitale, Mascate. Ça a entraîné, comme vous le voyez sur la dernière photo en bas, le rechargement de paléolacs, des paléolacs qui sont en général totalement secs depuis 6-7 000 ans. Et celui-ci, je ne sais pas s'il reçoit de l'eau d'habitude, mais en tout cas, je l'ai visité il y a 3 semaines et il était en eau. Donc des lacs qui normalement ne devraient pas posséder d'eau dans l'intérieur des terres se retrouvent chargés d'eau. Alors, sur les sites archéologiques, qu'est-ce que cela opère? Cela peut opérer deux choses. La première chose, cette photo d'une fouille d'un niveau de 5700 avant notre ère, à Square, puis faite en janvier 2000. La photo, il y a 3 semaines, donc le recouvrement total des vestiges archéologiques par du sable et du sable éolien. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le plus grave est la destruction par le vent. Des vents extrêmement violents, car tous ces sites sont recouverts de coquillages, et c'est ces coquillages qui protègent donc les sites archéologiques. C'est ce qu'on appelle des amas coquillés, des shell midden en anglais. C'est la consommation de ces coquilles qui permettent la conservation des niveaux archéologiques. Et une fois soufflé, le vent arrache donc les sédiments fins et il ne reste plus que quelques coquilles au sol. Ici, par exemple, ce site que j'ai étudié il y a une quinzaine d'années n'avait plus que des objets archéologiques au sol et plus aucune stratigraphie. Or, c'est justement la stratigraphie qui nous intéresse. Ici, par exemple, une pièce absolument extraordinaire que nous venons de trouver, qui est un hameçon en acre et qui est déjà complètement exfolié par le vent, donc partant en lame mince, en feuilles, et d'ici 6 mois, 1 an, il aurait été totalement détruit. Par chance, nous avons réussi à le trouver. Alors, peut-être une chose aussi importante, c'est nous, archéologues, nous cherchons des choses anciennes. Or, il s'avère que nous ne trouvons que sur cette côte de l'Arabie, pour l'instant, que des sites datés de 5700 avant notre ère. J'en ai trouvé 3. Je n'ai jamais trouvé plus ancien, probablement justement parce que la transgression marine a déjà détruit les autres sites plus anciens et que ceux-ci sont donc déjà sous la mer. Nous avons prospecté, là j'en dis 2 mots, une région qui s'appelle le Bar Al-Hikman et qui est aujourd'hui absolument désertique, 1200 mètres carrés de désert, de sable et de coquilles. Nous y avons trouvé une paléomangrove à travers de ce coquillage qui s'appelle Terebralia palustris. Et si j'ai glissé cette photo, c'est que le changement climatique entraînerait au niveau côtier pour l'Arabie et pour les zones tropicales, la destruction des mangroves. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'une espèce d'arbre qui s'appelle Avicenna marina et qui supporte des taux de salinité extrêmement importants. Il ne peut vivre que dans un mélange d'eau douce et d'eau salée. Ce coquillage, Terebralia palustris, ne peut vivre qu'en contact de cet arbre. Et donc, la remontée des niveaux marins entraînerait systématiquement la destruction de ces biotopes tout à fait extraordinaires qui sont des sortes de forêts en milieu désertique. Le temps tournant, je vous propose
de vous présenter juste un peu la culture matérielle de cette société entre le 6e et le 4e millénaire en Arabie. Je prends exemple tout simplement pour vous montrer que les milieux côtiers ont entraîné le développement de cultures matérielles, de sociétés particulières, tournées vers la mer, et donc ayant des objets que l'on ne peut trouver que en milieu côtier. Ces objets-là, nous ne les retrouvons absolument pas en bord, à l'intérieur des terres. D'autre part, ces coquillages ont la propriété, la consommation des coquillages, a la propriété d'abaisser l'acidité des sols, et donc, en général, le mobilier archéologique que l'on trouve dans ces sites archéologiques côtiers est bien supérieur à ceux que l'on trouve dans l'intérieur des terres, du moins pour les périodes anciennes de ce néolithique. Vous voyez quelques hameçons en acre, vous voyez quelques parures aussi en acre, vous voyez aussi par exemple cet os de baleine transformé en sorte de plaque. Os de baleine, rappelons que nous sommes chez les ichthyophages, les mangeurs de poissons, des textes antiques, de Pline, de Strabon, d'Agatharchide, de Cnide, et que tous ces auteurs antiques, grecs ou latins, ont décrit ces populations vivant dans des maisons faites en côte de baleine, avec des portes en côte de baleine. Les hommes, les ichthyophages du 5e millénaire ne chassaient pas la baleine, en revanche, ils collectaient sur les plages les baleines échouées. Deux mots aussi sur ces pointes que l'on a longtemps jugées comme des parures. Il s'agit de pointes de flèche réalisées dans un des 3 requins les plus dangereux, dents de requins les plus dangereux au monde, le Carcharanus leuca, le requin bulldog. Et donc ces pointes de flèche, ces dents de requin sont transformées bien sûr en pointes de flèche. Vous voyez même une vertèbre humaine issue donc d'un site qui s'appelle Ras Al Amra 5 et fouillée par une équipe italienne, et donc un des individus avait une pointe de flèche de la sorte fichée dans la colonne vertébrale. Cet objet très particulier, donc à votre gauche, n'est autre qu'un ardillon de queue de raie. Systématiquement, les raies, d'abord, sont venimeuses et dangereuses dans cette région, et les pêcheurs coupe systématiquement le dard de cette raie. Il se trouve que l'on a trouvé des dards de la sorte dans des habitats néolithiques. Donc on s'est posé la question, on a regardé un peu de plus près et on s'est aperçu que ces dards étaient très probablement des pointes de flèche à l'image de cette pièce de droite qui est probablement d'origine polynésienne. C'est aussi, par exemple, ces grands coquillages qui servent probablement de racloir. Enfin, nous sommes en Arabie. On sait que souvent, on parle de la plus vieille perle du monde serait japonaise. Elle proviendrait d'un site Jomon datant de 2005, avant notre ère. C'est absolument totalement faux. Les perles fines d'Arabie sont les plus anciennes. Et d'ailleurs, elles étaient déposées sur le nez des individus dans les nécropoles du 5e millénaire. Deux mots ensuite peut-être sur les pratiques religieuses très particulières. Nous avons découvert un sanctuaire fait en os marin, dédié à un animal, réalisé plutôt dans les ossements d'un animal très particulier, le dugong, qui est un sirénidé, 12 mètres carrés avec 2000 objets à l'intérieur de la structure. Un animal très particulier, et nous sommes obligés de faire une correspondance donc avec d'autres sites et d'autres pratiques funéraires où visiblement la tortue, la Chelonia midas, la fameuse tortue verte, avait un rôle tout à fait particulier dans les nécropoles puisque les individus se faisaient inhumer avec un crâne de tortue dans le visage. Alors, tous les sites ne seront pas détruits, bien sûr. En revanche, si les niveaux marins montent réellement très haut, et j'en finirai là, il est bien clair que d'autres sites bien plus importants, bien plus récents seront détruits. Et je vous montre cette dernière image du site de Kalat, ville du détroit du royaume d'Ormuz, qui est à quelques mètres d'altitude du niveau de la mer de l'océan Indien. Et si réellement les niveaux montent, nous aurons aussi la destruction de ces sites.
Alors, puisque Vincent me tend une perche, j'avais préparé 2 petites choses. J'appartiens à un laboratoire qui travaille sur le continent américain, donc en archéologie des Amériques. Et un recrutement heureux il y a peu de temps nous a permis donc de nous associer et de récupérer dans nos rangs une collègue qui travaille sur l'extrême nord de l'Arctique, qui n'est pas du tout mon terrain, l'extrême nord de l'Alaska, pardon, et qui en revanche a des éléments extrêmement intéressants à nous montrer sur la façon dont les sites sur lesquels elle travaille, et en particulier un sur lequel elle fouille actuellement dans une équipe internationale, est complètement menacé. Je vais en dire juste 2 mots, n'étant pas spécialiste. Simplement, on ne parlera pas ici alors de problème de relèvement du niveau des mers. Ça n'est pas la difficulté principale. C'est plutôt quelque chose qui a à voir avec quelque chose dont Henri Paul vous parlera tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement la fonte des zones gelées. Et donc, nous pouvons nous diriger vers cette extrême pointe nord-ouest de l'Alaska, donc où elle fouille un certain nombre de sites relativement récents, la fin du 1er millénaire, début du 2e millénaire. Et voici donc en géographie pure la localisation de ce site sur lequel elles sont actuellement en train de travailler, qui est nouveau. Vous voyez, on ne peut pas être plus à la pointe. On est entre la mer de Beaufort et la mer de Chukchi. Et on est sur un cordon littoral qui s'est formé de façon extrêmement spectaculaire, assez rapide, mais qui est en même temps relativement menacé. Il est menacé, lui, par essentiellement des phénomènes d'érosion. Là, vous avez sur cette représentation plusieurs repérages de différentes accumulations avec les dates qui sont données. Et le site de Nouvouk lui-même, vous voyez, il est daté à peu près de 1000-1400. Et il y a toute une série de matériel, notamment du matériel de type organique, qui sort et qui donc nous donne une image très précise, très fidèle des populations qui s'installent dans ce secteur-là à cette époque-là. Et tout ça est aujourd'hui complètement menacé. Voici à quoi ça ressemble. Et alors, cette photo est tout à fait explicite puisque on est là au moment où on va commencer les fouilles. C'est une zone qui est libérée de la neige et des glaces simplement quelques semaines par an. Et donc, les archéologues se présentent en gros au mois de fin juin, extrême début juillet. Et ils ont là, théoriquement, simplement quelques semaines pour travailler. D'ailleurs, dans des sols qui sont parfois un peu gelés. Mais ce qui est plus important, c'est la mer qui borde ici à gauche et qui, elle, depuis un certain nombre d'années, pose de sérieux problèmes puisque, contrairement à ce que la mémoire traditionnelle et les enregistrements qu'on a pu faire indiquent, se reforme en glace beaucoup plus tard que ce qui se passait auparavant. Et c'était cette reformation retardée des glaces qui pose un problème sur tous ces établissements de bord de l'Arctique, de bord de l'Alaska, pardon, parce que les grandes marées et les grandes tempêtes ont lieu systématiquement en octobre. Or, à date récente, les glaces ne sont pas reformées au moment où les grandes tempêtes se déclenchent, se produisent. Donc, l'action de l'érosion est complètement décuplée par rapport à tout ce qu'elle pouvait produire autrefois. Et donc, elle entame complètement les sites. Alors, vous voyez ici une reconstruction du cordon littoral. En 2001, le niveau donc de la plage était ici, le niveau de contact avec la mer était ici. En 2008, il est ici. Et ça, à cette échelle-là, ça fait exactement 50 mètres. Vous avez donc été mangé, la bordure même de cette mer a été mangée sur 50 mètres de profondeur en tout simplement s'étend. Et le phénomène, évidemment, s'accélère d'année en année. Voilà un front d'érosion avec... Alors, ça a des bons aspects aussi parce que ça fouille pour nous parfois, mais ça fouille trop vite. Et ça fait disparaître, évidemment, toute une série d'éléments qui sont enfouis. Là, c'est le début d'une saison et les archéologues arrivant retrouvent exposés des éléments qu'ils n'avaient jamais vus. Donc, ils peuvent aborder effectivement ces dépôts. Et comme je vous le disais, il y a énormément dans ces sites-là de vestiges de type organique. Et ces vestiges de type organique, évidemment, sont encore plus sensibles au réchauffement, puisqu'il y a une tendance quand même à la décomposition même des bois, notamment.
Et voilà la mise au jour en particulier d'un patin de traîneau complet que vous allez voir sur la suivante de façon beaucoup plus développée. Et ce patin de traîneau n'allait pas seul, évidemment, il y avait toute une série d'autres éléments qui allaient avec. Ce sont des types de témoignages, de vestiges qui, encore une fois, en cordon littoral, mais pour des raisons tout à fait différentes de celles qui vous ont été exposées jusqu'à présent, en liaison malgré tout avec donc, le réchauffement climatique, sont appelés à disparaître. Alors là, c'est tout à fait clair. Voici la fouille à la mi-août 2010, et voici la même année l'endroit qui était fouillé, qui a complètement disparu. Je reviens en arrière, vous voyez l'endroit de la fouille, il est ici, avec ce peu de neige. Donc vous avez eu une perte considérable et tout ce qui avait pu être dégagé au mois d'août n'existe plus, évidemment, au mois d'octobre. Voilà, c'était juste une toute petite parenthèse sur un phénomène qui n'est donc pas en relation avec le relèvement du niveau des mers. Voilà. Mais qui concerne aussi les littoraux et donc nous pose un certain nombre de problèmes. Je voudrais, moi, pour ma part, vous inviter à un autre type de contexte, à visiter un autre type de contexte où ce sont plus que des menaces, ce sont des atteintes même climatiques au patrimoine qui ont tendance à se multiplier ces dernières années. Mon terrain, moi, c'est celui-ci, c'est la zone intertropicale nord américaine. Je travaille fondamentalement au Mexique. Il y a des équipes qui travaillent aussi au Guatemala, Amérique centrale et plus au sud, en Amérique du Sud. Mais voici donc un tout petit peu ce que nous avons comme problèmes principaux que nous pouvons lier à des problèmes climatiques actuels, des problèmes climatiques qui nous semblent se renforcer de façon considérable. Alors, je ne reviendrai pas sur cette question-là, mais il y a dans cette partie-là qu'on appelle, au niveau culturel et archéologiquement, la Mésoamérique, donc qui concerne le sud du Mexique, le Guatemala, une partie du Salvador, le Belize, toute une zone ici qui est le sud de la côte du Golfe mexicain, qui est extrêmement basse. Donc on retrouverait sur des problèmes du même type que ce que Vincent a exposé, avec une circonstance aggravante qui est le fait qu'on a toute une série de drainages importants qui se retrouvent à parcourir des dizaines et des centaines de kilomètres pratiquement au niveau de la mer. Donc vous avez accumulation des précipitations, donc débordement de ces fleuves et remontée du niveau de la mer. On peut imaginer que à terme, on aura des établissements dans tout ce secteur-là qui vont être extrêmement peut-être rayés de la carte complètement ou submergés aussi. Et ce secteur-là est le lieu d'expression de la première grande civilisation mésoaméricaine, les Olmecs. Et pour l'instant, ça tient, mais combien de temps? Pour l'instant, il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'estimation des risques majeurs que pourraient courir un certain nombre de sites connus. Et il faut évidemment tenir compte de tous les sites qu'on ne connaît pas encore et qui donc risquent ici de disparaître. Mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe aujourd'hui le plus. Ce qui nous préoccupe davantage, c'est ce que Henri Paul déjà vous a présenté comme étant l'accentuation des phénomènes climatiques et le fait qu'on ait affaire à des accidents climatiques totalement d'un type nouveau, quantitativement par rapport à ce qu'on avait. Juste rappel, cette région-là du monde, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, est rythmée par deux saisons. Une saison sèche, qui est l'hiver, puisqu'on est dans l'hémisphère nord, et une saison humide, donc qui démarre au mois de mai et se termine au mois d'octobre. Les observations sont encore un tout petit peu trop courtes pour qu'on ait beaucoup d'éléments en main, mais il semble que dans cette partie-là du moins, la pluviométrie estivale, donc ces moussons, ce régime de moussons, apporte plus de précipitations globalement et de façon beaucoup plus violente. On a donc quantitativement plus de pluie et elle tombe de façon extrême. Alors le phénomène extrême, vous l'avez déjà vu sur le golfe arabo-persique, ce sont les cyclones. Là, on est en plein, vous en entendez parler chaque année au bulletin d'information et ça a évidemment des conséquences sur l'implantation contemporaine, humaine contemporaine. Je vais vous montrer
certain nombre de sites ici sur lesquels des dégâts ont été constatés récemment et des dégâts que nous estimons liés à, en tout cas, des phénomènes climatiques exceptionnels et probablement des choses qui nous montrent un petit peu vers quelle tendance nous nous dirigeons. Je parlerai d'abord de ce site-là parce que c'est le premier sur lequel on se soit posé des questions. Tabasqueño, ici, dans l'état du Campeche, c'est la zone Chenes, donc dans le monde Maya, et puis ensuite La Joyanca et Yacha. Tabasqueño, Tabasqueño est un petit site, mais extrêmement spectaculaire, très représentatif de cette variante locale de la civilisation maya. Et il y avait à Tabasqueño, très connu depuis le 19e siècle, en particulier un temple absolument superbe, complètement en mosaïque de pierre, avec énormément de décorations. Et en 1992, 93, 94, les Mexicains ont mis de l'argent de côté, nos collègues de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, pour effectuer la restauration de ce temple qui leur paraissait extrêmement menacé. Et ils sont intervenus en avril-mai 1995. Or, à l'automne 1995, nous avons eu 2 cyclones à une semaine d'intervalle successifs qui sont tous les deux passés sur ce site-là, ce qui évidemment est un hasard peut-être, mais est une circonstance qui ne s'était probablement pas beaucoup produite jusque-là. Roxana y Opalo, et alors même que le site était absolument comme neuf, impeccable, voici le résultat après le passage de 2 cyclones, dont là aussi on n'a pas effectivement de traces dans le passé de cette violence et de l'importance des pluies ils ont été à peu près à une semaine d'intervalle l'un de l'autre et ils ont apporté des quantités de pluie absolument colossales. Le site de La Joyanca, dans le nord-ouest du Petén guatémaltèque, c'est nous-mêmes Français, franco-guatémaltèques, qui avons été affectés, puisque c'est un site qui a été travaillé depuis la fin des années 90, début des années 2000, par une équipe internationale dirigée par des collègues français de mon propre laboratoire. Et ils avaient en particulier dégagé un temple pyramide, donc voici la partie pyramidale, qui recouvrait un plus ancien bâtiment qui avait été restauré. Enfin, il y avait donc une restauration, elle n'est pas finie à cette époque-là, c'était en 2002, le chantier n'était pas bouclé, mais ça vous donne une petite idée de la façon dont donc, nos collègues avaient commencé à restituer, d'une part, effectivement, le temple pyramide final et les étapes antérieures enfouies, de façon à ce que les visiteurs se rendent compte un petit peu de cette succession de monuments. 2008, novembre 2008, il est tombé dans une zone où il tombe en moyenne 3000 mm d'eau par an, grosso modo 3000, 3 mètres. Il est tombé, dans le seul mois de novembre, plus de 750 mm d'eau. Chose qu'aucun enregistrement fait n'avait pu documenter jusque-là. Et voilà le résultat au bout du mois de novembre 2008. Donc on est réellement sur du concret, sur des atteintes directes de type cyclonique, enfin cyclonique ou paracyclonique dans ce cas-là, et qui nous posent de sérieux problèmes. Voici aujourd'hui ce que redonne la restauration. Alors évidemment, il s'agit d'architecture, on a de bons relevés, on peut remettre. Ça coûte quelques sous, c'est tout. Est-ce qu'on est prêt à mettre des quantités astronomiques? Alors il se trouve que pas forcément dans ce cas-là. Là, c'est en particulier le contribuable français, puisque c'était un projet qui était franco-guatémaltèque, qui est allé donc intervenir pour remonter les choses. Dans les cas mexicains dont je vous parle, il y avait des assurances qui ont fonctionné jusqu'à présent. On n'est pas du tout certain qu'elles continuent à fonctionner. Voilà un dernier exemple en zone Maya, donc toujours dans ces basses terres tropicales, humides et forestières. Une fouille faite par nos collègues de l'université de Cracovie. Et voici donc en cours de fouille, on est pratiquement obligé de stabiliser les édifices au fur et à mesure. Donc début de consolidation, ce n'est pas vraiment encore tout à fait de la restauration. Donc ça, au printemps 2008, là, les pluies arrivent, on arrête la saison de fouille parce qu'on ne peut plus continuer à fouiller sous les pluies. Les pluies se terminent et voilà le bâtiment. Donc on a quand même un certain nombre de cas extrêmement criants des effets de ces péjorations climatiques qui étaient certes enregistrées, connues, mais qui semblent bien avoir tendance à s'aggraver considérablement.
Il semble aussi, et ça je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'est important, là aussi on manque un peu de recul. Ce qui se passe, c'est que la saison des pluies peut être parfois plus brève, c'est-à-dire les pluies effectivement démarrent éventuellement plus tard. C'est assez récurrent ces dernières années, mais il tombe au moins la même quantité d'eau, sinon plus. Et ça a des conséquences évidemment à la fois mécaniques, parce que vous avez plus de pluie en même temps, et de type chimique, on en parlera juste au final dans un instant. Dans les hautes terres, il ne faut pas croire, dans les hautes terres théoriquement sèches, il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas des accidents de type climatique aussi, et des accidents de type climatique tout à fait exceptionnels, dont on n'avait pas jusqu'à présent eu de traces dans l'histoire. Ici, vous avez, pas très loin de Mexico, à moins de 100 km, donc sur le haut plateau central, dans la vallée de Puebla-Tlaxcala, un site très important qui s'appelle Cacaxtla, qui a été découvert dans les années 70 et fouillé considérablement ensuite. C'est un établissement sur une haute colline, comme vous voyez, qui est complètement retravaillé. Et c'est une espèce d'acropole, si vous voulez. Et le site est devenu extrêmement célèbre. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas sur les listes je pense qu'il est sur les listes de l'UNESCO, du patrimoine mondial, parce qu'il a livré des peintures murales absolument exceptionnelles, dans un état de fraîcheur fabuleux, qui nous parlent de contact. Alors là, on est au IXe siècle de notre ère, à peu près, de contact entre le haut plateau central et les Mayas, c'est-à-dire des circulations d'idées, de personnes et de styles sur plus de 1500 km de distance. Bon, très beau site. Mois de mai 2007, début de la saison des pluies, il tombe un orage dont on n'avait pas de trace non plus dans les documents historiques, 50 cm de grêle. Or, vous voyez ce qu'avaient fait les gens du patrimoine au Mexique. Ils avaient mis une espèce de très grande couverture, assez bien faite, et tout à fait enregistrée, d'ailleurs assurée. Et 50 cm de grêle sur un truc qui fait 10 000 m², un peu plus de 10 000 m², ça évidemment provoque des torsions, ça a provoqué un effondrement partiel de la toiture, fort heureusement pas dans la partie où se situaient les peintures murales, et tous les piliers, puisque ce sont des piliers de béton, pardon, d'acier dans des socles en béton, pratiquement tordus, comme si un vent extrême les avait effectivement démolis. Et il a fallu donc tout reconstruire. Je vous donne juste une vue d'une partie. On a une nouvelle toiture qui a été théoriquement mieux pensée que la précédente, mais qui peut imaginer que ce qui nous attend, enfin, je veux dire, s'il tombe 1 mètre de grêle au lieu de 50 cm, il est possible que ce toit-là ne résistera pas mieux que le précédent. Alors, quelques photos pour terminer d'un site de découverte relativement récente, extrêmement important, qui se trouve, lui, vous voyez, tout à fait au nord de la péninsule du Yucatan, le site de Ekbalam, où travaille toute une équipe internationale mexicaine essentiellement, mais avec des collègues européens aussi. Et Ekbalam est un lieu très intéressant parce qu'on y a remis au jour les façades initiales de bâtiments anciens, qui étaient protégés parce qu'il y avait eu une étape postérieure qui donc avait recouvert ces éléments-là. Vous avez ici la place principale du site et je vais surtout vous montrer des choses sur cette acropole nord. Là, c'est une vue de l'environnement actuel en saison des pluies d'ailleurs, depuis l'acropole nord. Vous voyez, c'est une forêt relativement basse qui a tendance à être beaucoup plus sèche que d'autres et il ne tombe pas en quantité absolue, beaucoup plus de 1 mètre d'eau, parfois même un peu moins. Il ne s'est rien passé encore à Ekbalam. Mais Ekbalam est un lieu absolument fabuleux puisqu'au moment des fouilles, ont commencé à apparaître des éléments en stuc de taille quasiment humaine, taille naturelle, qui en réalité composent des décors qui sont donc les façades des anciens bâtiments. Or, le stuc, c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Alors, depuis que le site a commencé à être fouillé, qu'il commence à être dégagé, et qu'il est beaucoup dégagé maintenant, il y a en permanence sur ce site-là, en plus des archéologues, en plus des architectes qui s'occupent de la stabilité structurelle des choses,
des équipes de restaurateurs qui, eux, interviennent sur un phénomène chimique qui, là aussi, est extrêmement important à prendre en compte, sur ce type de vestiges en particulier, qui est le phénomène de migration des sels. Tout l'arrière de cette acropole n'est pas encore fouillé. Donc vous avez la façade sud là, qui est complètement dégagée. Les façades en stuc se trouvent ici, mais tout l'arrière était resté. Alors on a coupé les arbres, bien entendu, mais c'est l'éboulis lui-même. Donc vous avez chaque année, à la saison des pluies, un chargement énorme d'humidité dans le noyau même de l'édifice, et toute cette humidité ressort. Et elle ressort évidemment beaucoup par les façades anciennes, et elle ressort à travers les stucs. Et ça, les restaurateurs connaissent ça de très très bien dans le monde entier, surtout évidemment dans les zones calcaires, comme c'est le cas ici. Vous avez ce type de phénomène, on sait intervenir. Ce qui nous préoccupe beaucoup, évidemment, c'est que avec le resserrement de tous les phénomènes, c'est-à-dire plus d'eau en moins de temps et plus de chaleur qui sèche tout, on accélère les processus. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un rythme de mise en péril, disons, ordinaire, mais on peut parfaitement avoir des phénomènes de type catastrophique qui pourraient parfaitement parvenir. Alors voilà le dessin d'une de ces façades, c'est la mieux conservée, et vous avez ici cette façade-là. Ce personnage, il fait pas tout à fait, c'est pas la taille naturelle, mais il fait quand même 1,20 m, c'est pas le seul. Donc on est devant des vestiges, il n'est pas encore au patrimoine, je pense, de l'UNESCO, il devrait y être, parce que c'est quelque chose d'absolument renversant et qui n'existe nulle part ailleurs, mais on est extrêmement préoccupé par ce type de vestiges. Sans compter que, comme vous l'avez vu, la meilleure protection contre l'eau qui pourrait directement atteindre les stucs, je ne parle pas là d'infiltration et de remontée des sels, ce sont ces toits de palme, qui ont le gros avantage d'être relativement frais, donc d'éviter la surchauffe même des vestiges exposés, et qui sont à une bonne distance des façades elles-mêmes, ce qui permet la circulation de l'air. Donc on est dans les meilleures conditions. Mais mettez un cyclone à 200 km par heure, 200 km par heure de vitesse, et avec des charges d'eau considérables, il est vraisemblable que ce type de toit, qui pourtant est soigneusement fait, c'est fait vraiment par des Indiens tout à fait professionnels, comme ils font sur leur meilleure maison, je ne suis pas sûr que ça résisterait très longtemps. Donc on est devant tout un potentiel qui, pour moi, est effroyablement menacé. Voilà un détail de ce toit et une vue. Et ce qu'il faut dire dans ce type de site, depuis qu'effectivement il est exposé, au jour d'aujourd'hui et depuis déjà, je pense, 5 ans, la totalité du budget qui est alloué théoriquement pour la recherche, donc et ici la recherche consisterait à aller fouiller derrière de façon à colmater et éviter les infiltrations au maximum, eh bien la totalité est entièrement utilisée à maintenir les façades qui ont été mises au jour et qui ne pourraient pas surmonter quelques mois sans être retouchés. Donc on est devant des éléments qui sont très, 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 très préoccupants. Tu es là, oui. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Donc nous allons rester dans les conséquences, mais dans d'un autre ordre, d'un autre domaine du changement climatique, à savoir la désertification. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les progrès des déserts sont une chose, mais la manière dont ce progrès, cette avancée des déserts peut menacer et menace déjà un certain nombre de sites, sinon les détruit, est tout à fait caractéristique. L'enfouissement, en principe, peut être imaginé comme une protection. En réalité, ça n'est pas du tout le cas, nous le verrons. L'enfouissement sous le sable conduit à un écrasement. Le poids des dunes est absolument considérable. Et les dunes se déplaçant sous l'effet du vent, de vent très très fort, nous restons donc dans des phénomènes de vent très très forts, provoquent une abrasion absolument considérable.
Alors quelques diapositives d'abord pour vous montrer le travail qui avait été fait par toujours le ministère des Affaires étrangères et le CNRS à l'occasion de cette exposition du Parlement européen. Il s'agit ici d'une photographie de la section française du service d'Antiquités du Soudan qui montre les temples de Méroé qui sont ensablés. Alors les dunes ne se déplacent pas toutes seules naturellement, elles ne se déplacent que sous l'effet de vents très très forts et très puissants. Donc là aussi, l'abrasion est un phénomène qui n'est pas immédiat, qui ne détruit pas immédiatement, mais qui a un pouvoir destructeur absolument considérable qu'on ne peut pas ignorer. Dans un autre domaine, le désert du Taklamakan, où notre équipe fouille depuis plusieurs années, qui est un désert froid, situé dans l'ouest de la Chine, la destruction par le sable touche des vestiges beaucoup plus fragiles. Il ne s'agit pas de vestiges monumentaux en pierre, mais de vestiges, qu'ils soient d'habitats ou funéraires, qui sont en bois et en matières organiques. Donc c'est un des rares endroits, avec les déserts américains et les zones humides, où l'on peut retrouver des vestiges organiques bien conservés. Vous avez vu une momie que je vous remontrerai. Donc voici ce désert du Taklamakan, qui est grand à peu près comme la moitié du territoire français. Et chaque année au printemps, des vents très très violents, très très puissants parcourent le désert au point que les dunes se déplacent d'une année sur l'autre d'une manière tout à fait étonnante. C'est ce que l'on appelle, les géographes, les géomorphologues appellent des dunes vives. Les légendes colportées couramment dans la région font état de caravanes englouties par le passé ou de galets qui étaient même transportés par le vent. Les caravanes englouties peut-être, les galets transportés par le vent, c'est purement de l'imagination. Mais ce qui n'est pas de l'imagination, c'est la violence de ces vents de sable qui durent pendant des jours et des jours. Si bien que lorsque, ça c'est notre équipe qui l'a fouillé, les équipes archéologiques retrouvent des vestiges, et là il ne s'agit pas moins que des plus anciennes peintures dans un sanctuaire bouddhique de la Chine, qui sont du IIIe siècle de notre ère, eh bien ces vestiges ne sont conservés avec leur peinture que sur une toute petite hauteur, et le reste des panneaux ont été protégés uniquement parce que l'écroulement des murs a fait que les panneaux ont été protégés les uns par les autres. À la moindre exposition, lors des déplacements de dunes, eh bien tout ça est abrasé, érodé par le passage des sables. Dans un autre domaine, vous voyez ici de l'habitat qui, lui, a relativement bien été conservé. Mais sur cette cité, par exemple, il y a des creux considérables car les vents tourbillonnent entre les dunes, si bien que les vestiges archéologiques ne sont conservés que par des îlots, sur des îlots, par endroits. Le reste disparaît. En d'autres termes, plus les vestiges sont anciens, plus ils disparaissent. Et si les phénomènes d'aggravation du régime des vents se produisent, eh bien tout disparaîtra très très rapidement et ce sont des vestiges uniques. Alors vous voyez, cette momie, elle n'était pas dans ce sarcophage-là, mais il est trouvé dans cet état-là. Le sarcophage avait été ouvert par le déplacement des dunes apparemment, et le corps qui se trouvait à l'intérieur, revêtu de tous ses vêtements, avait lui aussi subi une abrasion. Vous voyez dépasser ici les os du fémur, tout simplement parce que le vent de sable avait enlevé tout ce qui était reste de chair et de vêtements. Et voici les types de vestiges que l'on peut espérer retrouver et qui représentent là la mission franco-chinoise l'a bien mis en évidence, un tout nouvel aspect des cultures et des civilisations de l'Asie centrale chinoise, du Xinjiang. Ces aspects des civilisations du Xinjiang sont mis en rapport avec d'autres régions de l'Asie centrale dont je vous reparlerai, qui sont des régions montagneuses de l'Altaï. La finesse des vêtements, les aspects concernant à la fois les colorants, le tissage, enfin, tous les matériaux organiques, tout cela disparaîtrait si tout, comme ailleurs en archéologie, n'était réduit qu'à l'état de restes minéraux ou métalliques. C'est une peinture telle qu'elle a été trouvée au moment de la découverte, extrêmement, extrêmement fragile, et le travail des restaurateurs, un long travail, nous parlions d'archéologie réparatrice, là aussi les restaurateurs ont fait un travail absolument remarquable pour ces panneaux peints. Dans un autre domaine, alors celui du haut massif montagneux de l'Altaï, qui est à cheval sur la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan, se produit le phénomène que l'on appelle des tombes gelées. Et dans ces tombes gelées, qui subissent un refroidissement
dès le premier hiver après les inhumations, eh bien, tout est conservé par le froid jusqu'au moment où il est possible de les fouiller. Ce que vous voyez là, c'est une petite pendeloque de cheval en bois, recouverte d'une mince feuille décorative en or. Mais ce qui est important, c'est à la fois les vestiges organiques en bois que l'on trouve ici, et ici la robe du cheval qui était parfaitement conservée. Les organes même du cheval étaient conservés. Donc je vous rafraîchis un tout petit peu la mémoire sur cette fonte de pergélisol, à la fois fonte des glaciers et fonte dans les régions arctiques et périarctiques. Et le pergélisol, car il existe une association internationale de ce que l'on appelle le permafrost en anglais, Merzlota en russe, se trouve principalement en Alaska au Canada et en Sibérie. Mais il y en a également d'importantes bandes. Ici, c'est le plateau tibétain et là, la région altaïque, entre les différents pays, où notre équipe a également travaillé en collaboration avec des collègues russes et kazakhstanais. Voici la région de l'Altaï, vous voyez où nous nous trouvons. Et quelques-uns de ces kourganes gelés qui sont représentés ici par les points rouges placés sur cette carte. Alors, ils ne sont pas nécessairement à très haute altitude, quelquefois entre 1500 mètres et 2500 mètres d'altitude, pas plus. Mais ça suffit pour que les phénomènes de conservation se produisent. Quelques paysages pour vous évoquer ces régions de l'Altaï, où l'on peut avoir des tempêtes de neige en plein été, par exemple, et où les vents sont toujours glacés, si bien que les phénomènes de gel qui se produisent, alors voici une coupe par exemple, les phénomènes, la photo n'est pas bien fameuse, mais les phénomènes qui se produisent sous ces grandes masses de pierre sont permanents, il y a une lentille de glace et qui maintient, conservée par le froid, tous les vestiges organiques tant que ces tombes ne sont pas ouvertes. Et même si d'aventure des pillards, ce qui est très très souvent le cas, depuis l'Antiquité ont ouvert ces tombes, eh bien de nouvelles infiltrations d'eau, gel, et les archéologues peuvent retrouver des vestiges qui sont de plus en plus intéressants car l'outil, les laboratoires pour analyser tous ces matériaux sont de plus en plus performants. Je vais vous en montrer quelques autres qui ont été fouillés par les quelques équipes qui ont travaillé dans la région. Tout d'abord, si quelques personnes ont visité le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, il y a bien sûr le site de Pazyryk avec cette très impressionnante tenture qui a été trouvée dans l'un de ces tombeaux de Pazyryk et là des cuirs découpés. Donc cette tenture en feutre découpé est quelque chose de tout à fait remarquable. Eh bien, nous n'en saurions rien du tout si quelques réchauffements climatiques ou quelques couvertures avaient fait décomposer ce feutre. Voici des découvertes plus récentes, ici en 2002, et là aussi en 2002-2003 dans l'Altaï, par nos collègues russes de l'Institut d'archéologie et d'ethnologie de Novosibirsk. Alors ces momies sont tout à fait passionnantes, vous verrez les reconstitutions de leurs vêtements, car elles portent des tatouages, leurs coiffures sont également conservées, et l'on possède également tous les détails sur la manière dont elles ont été embaumées. Ici, c'est une équipe mongolo-russo-allemande qui a travaillé en Mongolie il y a quelques années. Et l'intérêt va beaucoup plus loin puisque récemment, des chercheurs russes ont examiné des corps trouvés dans les années entre 1920 et 1940 dans l'Altaï à Pazyryk, donc cette fois-ci au musée de l'Ermitage, et munis d'une lampe spéciale à infrarouge, ils ont réussi à révéler sur le corps de ce monsieur qui avait été retrouvé dans le kourgan numéro 5 des tatouages qui avaient échappé jusqu'ici à tous les regards. Donc on a une possibilité de recherche sur le long terme en collectant proprement et convenablement ces vestiges organiques et de reconstitution parfaite des costumes dont on ignorait à peu près tout sur les seuls vestiges minéraux qui sont conservés d'habitude. Et à gauche, une dame d'Akalara et deux messieurs qui ont été trouvés dans ces tombes d'Akalara. Quelques vues maintenant de notre fouille franco-italo-kazakhstanaise dans les régions de l'Altaï kazakhstanais. Donc, vous avez vu le dôme de pierre, le tumulus qui recouvrait une chambre funéraire dans laquelle se trouvait un sarcophage et 13 chevaux sacrifiés qui étaient entièrement harnachés. Alors, les fouilles ne sont pas faciles car il faut maintenir le froid. Donc nous avons dû faire venir sur place à l'époque un camion frigorifique dans lequel, sans rompre la chaîne du froid, tout avait été stocké.
vous voyez la difficulté de la fouille, un exemple d'une tête de cheval avec des pièces de harnachement. Et ici, ces chevaux portaient quelquefois des cornes postiches. Je ne m'étendrai pas sur les coutumes de ces nomades de l'Altaï, ces sites qui ont une importance très grande dans toute la civilisation de l'Eurasie, car ils ont été au contact avec les Perses, les Grecs et jusque dans les régions européennes. Donc les chevaux étaient munis de cornes postiches. Vous en voyez ici 2 en place avant nettoyage et une autre après nettoyage. Technique particulière donc de fouille, de façon à préserver autant que faire se peut et au maximum tous les vestiges organiques. Vous voyez ici les restaurateurs et biologistes en train de travailler sur des parties de chevaux prélevées en collaboration avec les archéologues. Et là, le moment où le sarcophage a été hissé hors de la fosse funéraire pour être emporté à la capitale. Et quelques exemples des harnachements de chevaux et des corps du cercueil qui étaient en bois et dont rien ne serait resté, à part cet objet-là et quelques petits fragments de feuilles d'or. Ils sont tout petits, quelques milligrammes, c'est rien, très très peu de choses, mais l'intérêt principal réside évidemment dans les matériaux organiques, en l'occurrence dans les pièces de harnachement ou plaques de ceinture qui étaient sculptées et qui ornaient les vêtements et les harnachements des chevaux et des hommes qui y étaient enterrés. Sans entrer dans les détails, je vous montre quand même ce bel ornement qui fait à peu près 50 cm en bois de tête de cheval avec des cornes en cuir. Eh bien, il s'agit tout simplement d'une reproduction dans le but d'orner un cheval de ce que l'on appelle un griffon, une sorte de félin à tête de rapace, dont le type, le modèle est iranien et perse, de Persépolis. Maintenant en pierre à Persépolis. Donc voilà des aspects, des relations à très longue distance entre ces nomades de l'Altaï et les Iraniens de la Perse achéménide qui nous auraient totalement échappé si les matériaux organiques avaient disparu. L'UNESCO et un certain nombre d'archéologues, donc bien sûr les archéologues des pays concernés par l'Altaï notamment, c'est-à-dire les Russes, les Kazakhstanais, les Chinois, les Mongols, mais aussi des Belges, les Américains et nous-mêmes, sommes intéressés, si bien que l'UNESCO a provoqué plusieurs réunions et a édité un livre, une plaquette sur la conservation des tombes gelées de l'Altaï. Alors que faire, comment faire? Une des premières choses, et ça il s'agit de nos collègues belges de l'université de Gand, il s'agit d'abord de repérer les kourganes qui pourraient être gelées. Donc tout simplement faire de la, tout simplement c'est vite dit car les régions ne sont pas toujours accessibles, mais de faire de la cartographie qui donne une répartition de toutes les sortes de vestiges de ces hautes vallées. Puis, quelque chose de beaucoup plus délicat, de beaucoup plus difficile, il s'agit de la prise de température. Et là, il existe un spécialiste au monde qui le fait, qui est mon collègue Sergei Marchenko, qui était à Almaty autrefois et qui maintenant travaille à l'université de Fairbanks en Alaska, précisément, dans un département qui s'occupe uniquement des zones de pergélisol. Eh bien, Sergei Marchenko, que ce soit dans des éboulements naturels ou dans les kourganes, à la baramine creuse des trous et pratique le monitoring, c'est-à-dire relève et contrôle les températures selon la saison. Car ce qui se passe, c'est que les parties qui dégèlent automatiquement chaque été sont de plus en plus profondes et finissent par atteindre le niveau des vestiges. Donc tous ces kourganes gelées sont en danger. Voici un type de monitoring fait il y a quelques années par Sergei Marchenko lui-même qui vous montre les températures. La ligne du zéro est ici. Donc à partir du moment, peut-être pas le zéro exactement, car vous savez très bien que la médecine légale ne conserve pas à zéro les matières organiques qui lui sont confiées, mais à partir d'une certaine température, si le froid ne se maintient pas dans les parties profondes de ces kourganes, eh bien tout se décomposera. Au moment de l'année polaire, le CNRS avait organisé une petite, pas si petite, une remarquable exposition et un panneau était consacré à ce problème des tombes gelées et des matériaux organiques menacés dans les kourganes des zones polaires et circumpolaires. L'UNESCO, vous disais-je, a provoqué un certain nombre de réunions dans le but d'arriver à des mesures concrètes qui, pour le moment, n'ont pas encore abouti à une action pratique pour des raisons à la fois d'organisation administrativo-politique et financière. Mais vous voyez une réunion qui s'est tenue à Gand, une autre qui s'est tenue à Gorno-Altaïsk, dans l'Altaï russe même.
Et donc, pour nous résumer sur ce qu'il conviendrait, ce qu'il serait possible de faire en s'organisant, un échelon plus vaste qu'un seul pays, naturellement, eh bien, tout d'abord la prospection, avec différents moyens. On donne ici, par exemple, le fameux laser, le LIDAR, le laser aéroporté, qui pourrait permettre de retrouver, par exemple, tous les kourganes qui se trouvent à l'heure actuelle sous couvert forestier, car il y en a. Il y a la fouille, naturellement. Alors, la fouille, c'est notre métier, nous savons tous fouiller, mais c'est long, c'est lourd et coûteux, mais il faut le faire. Très dernièrement, tout dernièrement, un message m'est arrivé de Fairbanks. Au lieu d'essayer de protéger ces kourganes, maintenant, il faudrait fouiller. C'est-à-dire que les gens qui s'occupent de pergélisol sont absolument convaincus et inquiets de la fonte rapide de ces terres. Il y a bien sûr, nous l'avons vu à plusieurs reprises, la restauration, qui concerne aussi bien les vestiges en pierre, Dominique vous en a parlé, que les vestiges en terre et les vestiges qui se trouvent dans les déserts, restaurés et conservés. Enfin, la protection, lorsque c'est possible, lorsque c'est justifié. Voici par exemple quelque chose qui est pour le moment totalement une projection virtuelle, ce sont les thermosiphons. C'est intéressant tout de même de le savoir. Les thermosiphons sont des appareils qui extraient la moindre chaleur du sous-sol pour la réexpédier dans l'atmosphère. Et ils sont utilisés aussi bien pour les voies de chemin de fer au Tibet, par exemple, que pour les oléoducs, les pipelines en Alaska. Car lorsque le permafrost, le pergélisol fond, eh bien la déstabilisation fait ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré pour les maisons et pour les tombes, c'est-à-dire que tout se démantibule complètement. Et enfin, il y a, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, le déplacement ou la reproduction. Quoi qu'il y paraisse, en bas, aussi bien ce masque de silène qui provient d'un site englouti, que ce pistolet et même la gangue, tout ça est de la reproduction qui a été faite par un excellent mouleur, René David, qui travaillait au musée des arènes de Cimier. Donc on peut reproduire à l'heure actuelle également de manière virtuelle, tout à fait fiable grâce à des relevés laser, mais tout cela demande naturellement un minimum de prospection, d'études avant d'arriver à tout ce qui concerne l'action pratique qu'aucun pays, malgré toute sa bonne volonté, ne peut prendre à sa charge tout seul si, comme l'on a certaines raisons de le penser, ces phénomènes climatiques sont en train de se déployer et mettant en danger de plus en plus de vestiges. Voilà, merci pour votre attention. Il me reste un peu de... Merci beaucoup. Donc maintenant, le micro est à vous pour des questions ou des commentaires. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais évoquer un petit peu la civilisation des mégalithes en Bretagne. Il y a certainement une influence climatique, on parle du Gulf Stream, on ne sait pas trop quel va être, disons, son état dans quelques temps. Aussi l'influence des marées, puisque j'ai constaté que les marées mensuellement étaient de plus en plus fortes, me semble-t-il. C'est-à-dire le coefficient de 100 à peu près quand ça atteint ces niveaux-là. Il n'y a pas que les fameuses marées d'équinoxe. Donc je reviens aussi à certains sites. Je ne sais pas s'ils font partie du reste même Karnak, s'ils font partie du patrimoine de l'UNESCO et qui sont protégés. Je ne le pense pas. En tout cas, Karnak est bien protégé puisqu'il est en hauteur et suffisamment loin du rivage. Mais il y a d'autres sites qui ont été déjà depuis des décennies attaqués par la mer et les niveaux. Je fais référence aussi, il y a des fouilles qui ont été entreprises, je crois, sur la fameuse ville 10. Donc, qui au Moyen-Âge a été englouti aussi. Et donc, il y a des fouilles, je ne sais pas si vous savez ce qu'il en est maintenant, qui ont été entreprises au large. Donc, elles se situeraient, vous savez, entre Douarnenez et la Pointe du Raz, plus exactement. Donc, ce sont des fouilles, il me semble, privées. Et aussi, enfin, en Arabie, pour revenir en Arabie, puisqu'il y a une personne qui est spécialiste, là aussi il y a des fouilles qui avaient été tentées aussi au
Au large, donc de la Corne, en haut, vous voyez, donc à l'est, donc au nord-est. Le Musandam, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, voilà. Quelques réflexions, quelques questions. Alors sur le Gulf spécialiste Stream, de l'Arabie est aussi breton, donc il va pouvoir répondre. oui, le NOAC en deuxième nom. La Bretagne est absolument... Enfin, les sites archéologiques bretons sont du ressort et sous la protection de l'État, du service régional de l'archéologie, extrêmement dynamique d'ailleurs, et basé à Rennes. Il s'avère toutefois que les sites sont aussi rongés le long du littoral. Ça, c'est une chose très claire. Vous citiez donc quelques sites, mais on pourrait en donner d'autres exemples. Je pense par exemple à toutes ces installations très particulières côtières vers Douarnenez qui sont d'époque romaine liées à la production du garum, ce poisson, oui, une sorte de gnocchman qui va être diffusé un peu partout dans l'Empire, qui était aussi produit là. Et donc ce genre de production est lié à la mer et était directement sur les rives. Je pense aussi à ces productions très particulière qui est liée à la production du sel et ces fours à sel que l'on trouve sur toute la côte d'ailleurs de la Bretagne, mais aussi en Normandie, mais aussi plus loin, et donc qui consiste à faire bouillir le sel dans des sortes de petits objets de terre, et ça, il y en a quantité, ou il y en a eu quantité sur les rivages bretons, souvent détruits. Et puis quelques grands sites où les véliplanchistes s'amusent dans les vagues, mais où les archéologues regardent. Je pense à la pointe de la Torche qui est entourée quasi par la mer et qui est un site mésolithique absolument extraordinaire, abîmé bien sûr, rongé par la mer, rongé par quelques blocos du mur de l'Atlantique, mais toujours bien présent et d'ailleurs très étudié par un chercheur du CNRS. Donc voilà. Donc il y a énormément de sites côtiers. Dans ma Bretagne natale, je ne peux pas m'empêcher d'aller, quand je vais sur la plage, de me retourner vers la terre et vers la falaise ou vers la dune pour découvrir... pas toujours, mais quelquefois, un mince horizon noir, cendreux, voire plusieurs, et qui, pour l'archéologue, ne fait pas de doute, un site archéologique. Alors, ce n'est pas toujours des installations romaines, ce n'est pas toujours des choses majeures, capitales pour l'histoire de l'armorique ou de notre patrimoine national. C'est toujours pour nous des sujets très intéressants. Et donc, petit à petit, ceux-ci sont rangés. Il y a quand même des fouilles, soyons positifs. Il y a des fouilles qui s'opèrent. Il y a eu d'excellentes fouilles. Je vous parlais d'Ama Coquillet récemment en Arabie, enfin tout à l'heure en Arabie, donc je reprendrai les fouilles de Marthe et Saint-Just-Pécard dans les années 30 sur les îles de Téviec et Édic, aussi miraculeusement conservés. Les squelettes étaient miraculeusement conservés parce que conservés dans les coquillages consommés par ces hommes du Mésolithique. Il y a d'autres fouilles qui s'opèrent. Je sais qu'il y en a eu une à Édic il n'y a pas longtemps. Il y en a une aussi au Glénan. Il y a eu un extraordinaire sanctuaire de l'âge du bronze et de l'âge du fer, si je me rappelle bien, fouillé sur l'île de Ouessant et par Jean-Paul Le Bihan, Patrice Manial du CNRS et d'autres chercheurs, un sanctuaire absolument unique, possédant de la vaisselle étrusque ou grecque, je ne me souviens plus, épreuve peut-être d'un passage de quelques bateaux vers l'Ultima Thule dont on parlait dans Dominique Michelet parlait tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup de vestiges. Alors pour le détroit d'Ormuz, j'ai failli en parler, puis le temps me pressait, donc ce qu'on appelle le Musandam, Black et Mortimer, l'Espadon, souvenez-vous, c'est de cet endroit où s'opère la résistance contre l'Empire. Donc le Musandam, il n'y a pas de projet de plongée ou de détection en ce moment. Il
il y a 2 projets qui n'ont pas vu encore le jour. L'un est sur la presqu'île de Qatar. Qatar et Bahreïn et tout le Golfe Persique sont assez propices justement à des recherches de télédétection sous-marine, tout simplement parce que les niveaux sont assez bas, du moins de la mer, et qu'il y a même des sources d'eau douce qui sourent en pleine mer autour de Bahreïn. Et l'université de Birmingham a un projet de recherche de télédétection autour de Bahreïn, et de Qatar plutôt. Et puis, projet encore plus fou, la recherche d'un éventuel paléolithique. Je feuilletais aujourd'hui, ça ne m'arrive pas tous les jours, USA Today, et je tombais bien sûr sur un papier concernant le sultanat d'Oman où je travaille, où un chercheur américain veut lancer un grand projet à la recherche du paléolithique au large du sultanat d'Oman. Je vous disais que moi, je ne trouvais pas, que les archéologues ne trouvaient que des périodes datant de 5700 et pas avant. Bien sûr, tout ça est sous l'eau, et donc il faut le rechercher, avoir les moyens pour le rechercher. Cela nécessite un outillage extrêmement lourd. Et puis, je pense que là, il faut aussi avoir beaucoup de chance, mais il faut aussi avoir beaucoup d'espoir. On aura peut-être la chance un jour de tomber sur de telles choses, à l'image de ce qui a été fait en mer du Nord, où l'on a découvert, curieusement, beaucoup de vestiges subaquatiques de la sorte. Voilà. Autre question ? Excusez-moi. Je voulais savoir donc, est-ce que, par exemple, le site de Karnak fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce qu'il est classé? Parce que je n'ai pas cette impression-là qu'il soit... Écoutez, alors là, France, s'il ne l'est pas, il va l'être. Et il a en tout cas, la France a largement souhaité que le site de Karnak soit patrimoine mondial. Et il en a, ou du moins... l'ensemble mégalithique autour de Karnak. Karnak est là probablement il y en a le plus, mais on en a retrouvé d'ailleurs récemment. L'INRAP pour lequel je suis en a récemment trouvé à Belz. Donc ce n'est pas que Karnak, c'est un ensemble. Donc je ne sais pas, à l'heure actuelle, il suffit de regarder sur Internet si la chose a été classée par l'UNESCO. En tout cas, la France le souhaitait. Peut-être un bon exemple sur la remontée des eaux marines, c'est le site de Erlanik, donc un cromlech, une série de menhirs circulaires qui étaient bien sûr sur la terre ferme durant le néolithique, vers 3000-2000 avant notre ère, qui aujourd'hui est à moitié sous l'eau, tout simplement lors de la création du golfe, du golfe du Morbihan. La chose est très extrêmement récente, et donc le tout s'est effondré, et du coup le site d'Erlanik a été envahi par les eaux. Une remontée des eaux marines entraînerait par force la disparition de ce fameux cromlech breton que l'on trouve sur toutes les cartes postales du Morbihan. Oui, merci. Et juste aussi, j'ai évoqué un petit peu la légende de la ville 10. Vous savez, est-ce que vous savez si ils ont... Oui, ça c'est bon, ça fait partie de la légende, mais est-ce que vous savez, c'est comme 3, est-ce que vous savez si il y a des fouilles qui ont été entreprises, donc sous-marines, donc d'après ce qu'il était... Non, je crois les sons Gralon à Is, c'est une très belle légende. Relisons le Barzaz Braise et Ersar de la ville marquée. Tout ça, c'est de la très bonne littérature régionale bretonne et c'est très beau. Mais on n'est absolument plus dans l'archéologie, mais ça peut permettre aussi de rêver. Enfin, je pense que l'archéologie fait rêver, et aussi les contes populaires sont aussi, et les légendes sont aussi des belles histoires. D'autres questions ou commentaires?
Bonsoir. J'aurais juste voulu souhaiter savoir, contre la désertification ou les problèmes dus à la pluviométrie accentuée, est-ce que là, il y a des traitements ou des solutions qui sont envisageables, ou c'est juste du colmatage ou de la protection en espérant que ça ne va pas dégénérer? J'ai l'impression, a priori, comme ça, qu'on ne lutte pas contre ce type d'éléments. On a certainement la responsabilité de la mise au jour de certain nombre de vestiges qui vont devenir extrêmement menacés dans le futur. Donc, j'aurais tendance à penser aujourd'hui que, étant donné le cahier des charges déjà qui est le nôtre, il faut réfléchir à 2 fois avant d'exposer des vestiges dans des zones où ce type d'événement se produit, soit effectivement donc en contexte désertique ou qui va le devenir, parce que là on a des projections qui commencent à exister. On sait un tout petit peu que, par exemple, le nord de la zone tropicale actuelle, effectivement, le tropique lui-même, en dessous du 22e parallèle pour l'hémisphère nord, probablement devrait recevoir davantage de pluie. Donc il y a un certain nombre de zones désertiques actuelles qui pourraient ne plus être aussi désertiques, mais ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc en latitude, en remontant, on aura des zones désertiques qui vont se développer. On a déjà d'ailleurs des signes avant-coureurs. Hein. Moi, je ne veux pas faire de projection idiote et complètement en l'air, mais il suffit de survoler le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, je ne suis pas bien certain qu'on n'aille pas à très long terme, mais vers une désertification très forte. Donc tout ça, ce n'est pas des phénomènes contre lesquels on lutte. Il faut, en revanche, je pense, avoir le sens des responsabilités dans ce qu'on fait au niveau donc des dégagements et enfin bien mesurer les risques qu'on prend parce que jusqu'à un certain point, des sites enfouis ne sont pas attaqués par les agents, en tout cas les plus atmosphériques. Et puis certainement être plus attentif à ce qui est déjà en partie dégagé. Tout à l'heure, vous aviez vu, c'était dans les dernières diapositives, ce site d'Ekbalam qui est tout à fait extraordinaire. C'est criminel aujourd'hui de ne pas effectivement fouiller la façade nord arrière de façon à éviter que chaque année cette espèce d'énorme butte, enfin on parle de quelque chose qui doit faire au moins 40 mètres de haut, ne se transforme pas en éponge qui absorbe tout et pour ensuite tout refaire sortir par toutes les pores possibles. Et là, effectivement, il faut que, en partie, les archéologues, alors d'une part, effectivement, se mettent à travailler d'urgence pour tout ce qui va être rayé de la carte, ça c'est clair, et d'autre part, travaillent plus en coopération avec les spécialistes de la consolidation et de la restauration qui ont beaucoup de choses à nous dire. Si je peux ajouter un mot, dans les zones désertiques, dans ces immenses déserts, les vestiges retrouvés sont extrêmement lointains. Donc il y a, comme vient de le dire Dominique, une sorte de devoir de les enregistrer, c'est-à-dire de les fouiller, de les protéger, mais c'est très très difficile de les protéger. La force des vents est absolument énorme. Donc ce qui est déplaçable, restaurable et reconstituable en musée doit être fait. C'est ce que font les services des antiquités, par exemple chinois dans le Xinjiang. Parce qu'il n'y a véritablement aucun moyen de les consolider et de les protéger sur place. Ça n'est pas possible. On voit par exemple que ces sites s'étaient eux-mêmes développés à une époque où ces déserts n'étaient pas aussi désertiques. Ils étaient beaucoup moins grands, il y avait des oasis, les rivières coulaient. Vous voyez, c'est pas... Bon, on le sait bien par exemple pour le Sahara, pour des époques beaucoup plus anciennes, le Sahara était verdoyant. Bonjour et merci pour cet exposé. J'aurais une question par rapport au dernier point pour protéger ces sites qui est de reproduire. Vous parlez de quoi? Enfin, reproduire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comme faire Lascaux pour Lascaux, c'est-à-dire qu'on va recréer la même chose autre part, et puis pour que les gens puissent les voir, et puis pour qu'on garde une trace. Enfin, comment ça se passe, le fait de reproduire? Oui, ça c'est une très très bonne question, parce que la reproduction, avant tout, repose sur des archives parfaites qui permettent de reproduire. Bon, il ne peut pas être question de tout reproduire. Ça, c'est un choix qui doit être fait obligatoirement en concertation
avec les populations concernées à certains endroits. Lorsqu'on n'en a pas parlé, mais il pourrait y avoir ce que l'on commence à appeler des réfugiés climatiques à l'heure actuelle, ils n'aimeront pas se déplacer sans leur mémoire patrimoniale, y compris monumentale. Donc, dans certains cas, la reproduction peut être simplement virtuelle, c'est-à-dire quelque chose de tridimensionnel. Dans d'autres fois, ça peut être, comme vous dites, une reproduction à l'identique comme Lascaux. On a le fameux cas d'Abou Simbel qui avait été déplacé au moment de la mise en eau du barrage d'Assouan en Égypte, et du petit temple sur l'île de Philæ, etc. Il y a plusieurs moyens, mais il n'est pas question d'avoir une sorte de règle générale qui imposerait de tout reproduire. Mais de toute façon, la fouille archéologique et l'enregistrement des données par les archéologues permet déjà, par le dessin, la photographie, les plans, de garder une mémoire des choses. Très très souvent, si vous visitez un musée, il y en a beaucoup, même en région parisienne, vous verrez des reproductions de sépultures, des reproductions de tombes. Donc ça existe. Mais tout ça ne peut pas se faire comme ça de manière générale et sans en parler avec les personnes les plus concernées, qui sont les habitants, évidemment. Il y a des projets de déplacer des sites, c'est-à-dire qu'on va tout démonter et on va les déplacer dans une zone safe pour être sûr qu'il n'arrive rien. Pour le moment, je n'en connais pas. On a surtout, si l'on pense évidemment à Venise, à sa lagune, des systèmes de protection et de régulation, ou de même, c'est un autre cas, l'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc on agit sur les éléments de façon à les contrôler. Mais démonter et reconstruire, pour le moment, je n'en connais pas qui soit de grande ampleur. Merci. Une dernière question. Bien, moi, je pense que c'était la dernière en fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir une nouvelle fois. Et à bientôt. Au revoir.